Bonjour à tout le monde. On va procéder de façon à distance à cette dernière explication linéaire sur Montaigne, donc la dernière sur les essais de Montaigne, qui concerne le deuxième chapitre qui est au programme pour nous, c'est-à-dire le premier chapitre c'est des cannibales, le deuxième des coches, donc deuxième chapitre des essais qui est au programme de première. Alors c'est un texte donc sur lequel d'abord je reviendrai par quelques éléments de contexte comme d'habitude. D'abord pour rappeler que le chapitre des coches, donc qui est le 6e chapitre du livre 3 des essais, eh bien c'est un chapitre qui est très décousu. C'est-à-dire que Montaigne passe d'un sujet à un autre, d'un exemple à un autre, sans se soucier d'expliquer la cohérence de son propos. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une cohérence, mais en apparence, c'est un peu décousu, c'est-à-dire que ça passe d'un sujet à l'autre et on ne voit pas forcément le rapport, en tout cas on ne le voit pas immédiatement. Évidemment, c'est plus subtil que ça, en fait. Alors justement, les coches qui donnent leur titre au chapitre. Les coches, c'est un moyen de locomotion. C'est une chaise à porteur, une calèche, tout ça, ça se rapporte à ce qu'on appelle les coches, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous déplacer. Alors les coches, donc, qui donnent leur titre au chapitre, ne sont en fait qu'un prétexte, c'est-à-dire un motif qui revient tout au long du chapitre. Et en fait, le thème fédérateur, sur le fond, et pas sur la forme, le thème fédérateur du chapitre, c'est le poids de l'économie sur l'histoire, le poids de l'intérêt, c'est-à-dire de l'intérêt économique, le désir de s'enrichir, ou de dépenser, bon. Et un des thèmes importants du chapitre, c'est du coup un thème qui découle de ce thème économique, c'est la question de la politique économique menée par les États, par les monarchies à l'époque de Montaigne, notamment ce qu'on appelle les fastes, les fastes monarchiques, c'est-à-dire les grandes dépenses, les dépenses qui sont quasiment faites pour montrer, en fait, qui sont faites surtout pour montrer qu'on a de l'argent ou pour montrer plus simplement qu'on est puissant, pas forcément qu'on a vraiment de l'argent. Alors, dans ce chapitre, Montaigne, il aborde de nouveau la question de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, donc de l'Amérique, comme dans des cannibales, donc, sauf que là, Montaigne ne parle plus des cannibales, justement, de ces cannibales du Brésil, les Indiens Tupinamba, dont il était question dans des cannibales. Cette fois, il va parler en fait de sociétés monarchiques, donc qui ressemblent bien plus à la société française à l'époque de Montaigne. Ces sociétés, donc, c'est les puissants États du Pérou, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Empire Inca, les Incas, et l'autre État, c'est celui du Mexique, c'est-à-dire la civilisation aztèque. Donc les Incas, les Aztèques, deux grandes civilisations qui se sont éteintes, du coup, qui ont été vaincues peu avant la rédaction des essais, en fait, à la même époque. Alors Montaigne, il va aborder ce thème par le biais d'une réflexion sur les âges de la civilisation. C'est-à-dire que dans ce chapitre des coches, Montaigne commence par parler d'un monde encore enfant. Vous savez, ce monde auquel on apprend encore son ABC. On avait vu ça dans le travail préparatoire que j'avais donné à faire sur ce texte. Donc un monde encore enfant et en même temps un monde qui est très civilisé. C'est-à-dire que ce nouveau monde, donc qui est jeune, comme l'indique aussi le mot nouveau monde, il est en même temps très civilisé. Et Montaigne va parler de ce qu'il appelle l'épouvantable magnificence. Alors épouvantable, ça veut dire très impressionnant. Enfin, ça n'a pas le sens très péjoratif que ça aujourd'hui. L'épouvantable magnificence des villes de Cusco et de Mexico. L'épouvantable magnificence des villes de Cusco et de Mexico, dit Montaigne, et entre plusieurs choses pareilles, le jardin de ce roi où tous les arbres, les fruits et toutes les herbes, selon l'ordre et grandeur qu'ils ont en un jardin, étaient excellemment formés, c'est-à-dire fabriqués en or, comme en son cabinet tous les animaux qui naissaient en son état et en ses mers, et la beauté de leurs ouvrages en pierreries, en plumes, en coton, en la peinture, donc leurs œuvres d'artisanat, montrent qu'ils ne nous cédaient non plus en l'industrie. Donc ils n'étaient pas moins bons que nous en matière d'artisanat. C'est ça que nous dit Montaigne. Mais, précision très importante, quant à la dévotion, observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise, il nous a bien servi de n'en avoir pas tant qu'eux, ils se sont perdus par cet avantage et vendus et trahis eux-mêmes. C'est-à-dire que ce en quoi les Amérindiens sont même réellement supérieurs aux Européens, c'est en fait non pas dans la technique, non pas dans, je sais pas, la littérature, l'art, tout ce qu'on voudra, ils sont supérieurs en matière de morale. Ils sont meilleurs moralement que les Européens.
et c'est pour ça qu'ils se sont perdus. Parce que les Européens, s'ils ont vaincu, ce n'est pas par leur supériorité morale, bien au contraire, c'est la déloyauté, c'est leur déloyauté qui a servi aux Européens à vaincre ces peuples d'Amérique. C'est parce qu'ils leur ont manqué, parce qu'ils ont manqué à leur parole, hein, parce qu'ils ont réussi à les trahir, du coup, que les Européens ont pu vaincre ces Amérindiens, et notamment ces deux grandes civilisations, que sont la civilisation Inca et la civilisation Aztèque. Donc, Montaigne va s'en prendre aux conquistadors. Conquistadores, c'est les conquérants du Nouveau Monde, c'est-à-dire en fait les conquérants espagnols, bon, et portugais aussi un petit peu moins. Alors, à l'époque de Montaigne, l'Espagne et le Portugal d'ailleurs sont réunis dans la même monarchie, hein. Bref, mais en tout cas, donc les conquistadors sont accusés par Montaigne, comme par d'autres auteurs de l'époque de Montaigne. Ils sont accusés de cruauté et d'intéressement. Donc tout ça renvoie encore au thème du chapitre des coches, hein, qui est le thème de l'économie. Alors on va traiter tout ce texte en deux mouvements. C'est-à-dire d'abord on va s'intéresser à la barbarie, à l'intéressement des conquistadors, puis à leur punition, et ensuite on va regarder le résultat économique de la conquête, les causes de ce résultat économique qui est en fait médiocre, hein, cause qui réside dans une différence dans le rapport à la richesse entre la civilisation européenne et la civilisation amérindienne. Donc deux civilisations qui n'ont pas le même rapport à la richesse. Alors je lis le texte, je fais ça toujours parce que c'est très important, hein, de lire le texte. Vous êtes noté aussi là-dessus. Alors c'est répétitif pour certains d'entre vous, donc vous pouvez passer si vous le souhaitez. Mais là le texte est assez compliqué, donc c'est bien de le réécouter parce que quand je le lis, comme moi je le comprends, hein, le rythme des phrases est peut-être différent que d'une lecture qui serait faite par vous. Alors, donc s'ils se fussent proposés d'étendre notre foi, ils eussent considéré que ce n'est pas en possession de terre qu'elle s'amplifie, mais en possession d'hommes, et se fussent trop contentés des meurtres que la nécessité de la guerre apporte, sans y mêler indifféremment une boucherie, comme sur des bêtes sauvages, universelles, autant que le fer et le peu y ont pu atteindre, n'en ayant conservé par leur dessein qu'autant qu'ils en ont voulu faire de misérables esclaves, pour l'ouvrage et service de leur minière. Si que plusieurs des chefs ont été punis à mort, sur les lieux de leur conquête, par ordonnance des rois de Castille, justement offensés de l'horreur de leur déportement, et quasi tous désestimés et mal voulus. Dieu a méritoirement permis que ces grands pillages se soient absorbés par la mer en les transportant, ou par les guerres intestines, de quoi ils se sont mangés entre eux, et la plupart s'enterrèrent sur les lieux sans aucun fruit de leur victoire. Quant à ce que la recette est entre les mains d'un prince ménager et prudent, répond si peu à l'espérance qu'on en donna à ses prédécesseurs, et à cette première abondance de richesses qu'on rencontra à l'abord de ces nouvelles terres. Car, encore qu'on en retire beaucoup, nous voyons que ce n'est rien au prix de ce qui s'en devait attendre. C'est que l'usage de la monnaie était entièrement inconnu, et que par conséquent, leur or se trouva tout assemblé, n'étant en autre service que de montres et de parades, comme un meuble réservé de père en fils par plusieurs puissants rois, qui épuisaient toujours leurs mines pour faire ce grand monceau de vases et statues à l'ornement de leurs palais et de leurs temples, au lieu que notre or est tout en emploi et en commerce. Nous le menuisons et altérons en mille formes, l'épandons et dispersons. Imaginons que nos rois amoncelassent ainsi tout l'or qu'ils pourraient trouver en plusieurs siècles, et le gardassent immobile. Ceux du royaume de Mexico étaient aucunement plus civilisés et plus artistes que n'étaient les autres nations de là. Alors l'enjeu de la lecture, on peut le poser de deux façons différentes, hein, donc on peut choisir entre les deux, on n'est pas obligé de dire les deux. Ce serait d'une part, on peut le dire de cette façon, hein, quel regard critique Montaigne porte-t-il sur la conquête, donc la conquête du Nouveau Monde, ou d'une autre manière, en quoi le regard que porte Montaigne sur la conquête est-il marqué par l'idée de vanité. Donc dans la deuxième manière de poser la question, j'y réponds déjà, hein. C'est-à-dire qu'on voit que le regard critique de Montaigne, eh c'est un regard qui considère la conquête comme étant vaine, comme étant empreinte de vanité.
Alors donc je vais reprendre les éléments d'explication linéaire en distinguant donc d'abord la barbarie et l'intéressement des conquistadors et sa punition. Donc ça c'est jusqu'à sans aucun fruit de leur victoire. Et la deuxième partie, ce sera le reste du texte. D'abord, ils, au début du texte, s'ils se fussent proposés d'étendre notre foi, ils eussent, etc. Ils, ça désigne les conquistadors. Montaigne, auparavant, dans le même chapitre, a évoqué le Pérou puis le Mexique, et notamment la conquête du Mexique par le capitaine espagnol Hernán Cortés. Donc on va passer de ces exemples historiques des cruautés des Espagnols à une généralisation. On passe des exemples à la généralisation, c'est-à-dire qu'on passe du particulier au général. Donc Montaigne revient à une généralité, il va parler de la conquête par les Espagnols du Nouveau Monde de façon beaucoup plus générale. Alors quand il emploie le verbe proposer, s'ils se fussent proposés d'étendre notre foi, excusez-moi, se proposer, ça signifie se donner pour but. Je me propose de faire quelque chose. L'expression donc s'ils se fussent proposés d'étendre notre foi, d'abord c'est une proposition, on appelle ça une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle, hypothétique, donc pour aller plus vite on va dire proposition hypothétique. Elle est réelle du passé. Et réelle du passé, ça signifie que l'action qui est dans la proposition, l'action qui est décrite par le verbe, elle n'est pas considérée comme réelle. S'ils se fussent proposés d'étendre notre foi, ça signifie qu'ils ne se sont pas proposés d'étendre notre foi, c'est-à-dire la foi chrétienne. Donc, ça suppose que défendre la foi chrétienne, ce n'est pas le vrai but des conquistadors. Ils ont un autre but. Donc il faut rappeler ici que le prétexte à la conquête du Nouveau Monde, c'était l'évangélisation. C'est-à-dire que pour emmener des dizaines et des dizaines de navires avec des centaines et des centaines de soldats jusqu'en Amérique, les rois d'Espagne ont quand même justifié cette opération militaire, et opération de conquête vraiment territoriale, l'ont justifié par l'évangélisation, c'est-à-dire l'évangélisation, ça signifie convertir les peuples indigènes, donc les Amérindiens, les Indiens, les convertir au christianisme, c'est-à-dire à la parole évangélique, d'où le terme d'évangélisation. Bref, donc les Espagnols et les Portugais, effectivement, ils prétendaient s'emparer de ces territoires pour convertir les indigènes, pour les amener à la foi chrétienne. Alors, par cette construction hypothétique, s'ils se fussent proposés, ils eussent considéré, Montaigne rejette immédiatement l'hypothèse du prétexte vertueux de la conquête. S'ils avaient voulu défendre la foi chrétienne, ces conquistadors, ils auraient fait autrement. Du coup, Montaigne montre ce qu'il aurait fallu faire, ou plus que parfait du subjonctif, ils eussent considéré, on dirait aujourd'hui ils auraient considéré, que ce n'est pas en possession de terre donc que la foi chrétienne s'amplifie. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est gagner des hommes, gagner des âmes, et non pas des terres. La possession d'hommes, c'est la possession d'âmes, c'est-à-dire que de bons chrétiens auraient dû convertir les Indiens au maximum et n'en tuer que le minimum en raison des réalités de la guerre. Ils auraient dû se contenter de la violence nécessaire donc en temps de guerre, sans y ajouter des cruautés inutiles. Alors on peut aussi souligner le rôle de la négation, ce n'est pas en possession de terre qu'elle s'amplifie, sans y mêler indifféremment d'une boucherie, etc. Donc la négation ici souligne les cruautés des Espagnols et leur bassesse. Ces cruautés sont inutiles au regard de la défense de la foi chrétienne. Ensuite, les termes boucherie, bête sauvage, tout ça, ça relève du vocabulaire subjectif, avec ici par ailleurs une amplification, avec la comparaison qui retarde l'adjectif universel. Une boucherie, virgule, comme sur des bêtes sauvages, de point universel, c'est-à-dire en fait une boucherie universelle. Mais vous avez cette comparaison qui retarde l'épithète universel. D'ailleurs, c'est pas une épithète, du coup, c'est une apposition. Pardon. Donc l'adjectif universel mis en apposition, avec encore une autre amplification, qui est de nouveau une comparaison, autant que le fer et le feu y ont pu atteindre. Universel, virgule, autant que le fer et le feu y ont pu atteindre. Le fer et le feu, c'est des images, une image assez frappante. Montaigne, donc, ici, insiste sur le fait que la cruauté des Espagnols a frappé partout où elle pouvait frapper. Et le fer et le feu, c'est un topos, donc un cliché poétique, qui est souligné par le parallélisme et les sonorités. Le fer et le feu, c'est un parallélisme.
article plus nom, donc c'est un parallélisme syntaxique. Et par ailleurs, ces deux monosyllabes, faire, feu, et vous avez l'allitération en F. Donc c'est des mots très proches. Donc ça frappe d'autant plus l'oreille du lecteur. Ensuite vient le véritable propos, le véritable but en fait des Espagnols, hein, ce qu'ils se proposaient réellement de faire, par opposition à ce qu'ils prétendaient s'être proposés de faire, c'est-à-dire d'étendre notre foi. Ici, c'est souligné par le champ lexical de la volonté, par leur dessein et voulu. Hein, leur dessein, c'est leur objectif, hein, leur ambition. Et la préposition pour aussi, pour l'ouvrage et service de leur minière, donc c'est un complément circonstanciel de but. Donc tout ça, ça souligne la volonté des Espagnols. Leur véritable volonté, c'est de servir leur intérêt. Hein. Et ça mène tout simplement à un peuple réduit en esclavage, comme le souligne la négation restrictive. Hein, ne que, c'est des négations restrictives. Quand vous avez je n'ai que ceci, hein, c'est des négations restrictives. Donc ici, ils n'ont conservé, alors ils n'ont conservé qui, hein, ils n'ont conservé d'Amérindiens, hein, de peuples indigènes, ils ne les ont tenus vivants que pour en faire des esclaves, donc n'en ayant conservé par leur dessein qu'autant qu'ils en ont voulu faire de misérables esclaves. Et des esclaves qui servent à quoi? À travailler dans les mines, c'est des mineurs. Donc, et par ailleurs, hein, cette réduction d'un peuple entier, de peuple entier même au pluriel, en esclavage, elle est soulignée par l'épithète misérable, qui a de nouveau une valeur évidemment subjective et pathétique. Hein. De misérables esclaves, hein, ça a une valeur pathétique, c'est souligné par l'écho sonore entre misérable et minière. Et par ailleurs, leur minière, hein, on sent une nuance de mépris là-dedans, hein, dans ce leur minière, c'est leur mine, hein, bien sûr. Et donc ça souligne la logique d'appropriation des ressources naturelles par les conquistadors. Hein. Ça devient, ils arrivent dans un pays qui n'est pas le leur, bon, le pays devient le leur évidemment, mais les mines deviennent aussi leur propriété. Et par ailleurs, donc ce possessif, leur minière, ça apporte aussi une nuance dépréciative, c'est-à-dire péjorative, dépréciative. On comprend donc que c'est leur minière, c'est-à-dire leur mine réellement affreuse, inhumaine, etc. Ou leur méprisable mine. Le pathétique, par ailleurs, ici, il est inséparable de notions économiques. Vous avez les esclaves, l'ouvrage et service de leur minière, tout ça c'est des notions économiques. Hein. Le service, attention, le service ça signifie la mise en servitude. Hein. C'est le fait d'être asservi, en l'occurrence à la mine, à la vie de mineur. Servus en latin ça signifie esclave. Donc le service signifie ici la servitude, c'est-à-dire la réduction en esclavage pour travailler, et ouvrage, hein, œuvrer, c'est faire l'ouvrage, ça signifie travailler. Hein. L'ouvrage c'est le travail dans la mine. Ça, c'est un sens du mot ouvrage, du mot œuvre, etc., qui est resté dans le mot ouvrier, qui est de la même famille, pardon. On a ensuite deux points. Alors faites attention avec ces deux points dans les textes de Montaigne, parce que deux points au XVIe siècle, ça a une valeur équivalente à ce qui est aujourd'hui le point-virgule. Hein, donc ça n'a pas le même sens. C'est pourquoi ces deux points sont suivis d'une majuscule. C'est pas une erreur de ma part, c'est la ponctuation originale du texte. C'est autorisé au XVIe siècle de faire ça. Donc on passe à la deuxième partie de la phrase. En fait, c'est ce qu'on appelle une période, hein, une phrase très longue. Et cette deuxième partie de la phrase donc aborde les conséquences des cruautés des cannibales, c'est-à-dire les justes châtiments subis par les conquistadors. Ces justes châtiments, on va y venir. Hein, donc c'est la conséquence de ces cruautés, hein, l'idée que ce qui va suivre, c'est-à-dire la punition en fait des conquistadors pour leur cruauté, l'idée que c'est la conséquence directe de ces cruautés, c'est souligné par la conjonction de subordination si que, qui signifie, chez Montaigne, hein, si bien que. C'est un sens du mot si qui a disparu. Donc c'est une subordonnée conjonctive circonstancielle de conséquence. Si vous voulez faire quoi, vous dites subordonnée de conséquence. Mais il faudra pouvoir dire au bac, mais on y reviendra, hein, que c'est une conjonctive circonstancielle, mais ça on y reviendra. C'est une partie du programme. Donc cette subordonnée de conséquence, elle ne fait pas suite à une proposition principale, mais elle porte sur l'ensemble de ce qui précède. Hein, si bien que ça renvoie à l'ensemble de ce qui précède. C'est un complément circonstanciel de conséquence, hein, l'ensemble de cette proposition. Donc Montaigne en fait s'attarde sur les conséquences des cruautés précédemment observées,
Il y a une punition ici collective qui concerne plusieurs des chefs, hein, comme il le dit, plusieurs des chefs des conquistadors. Donc c'est pas tout le monde, hein, mais plusieurs d'entre eux sont condamnés à mort, quasi tous finissent disgraciés, désestimés, mal voulus, c'est ça que ça signifie. Et Montaigne insiste par ailleurs sur la rapidité de cette punition. Alors, ça s'est passé très vite et dès la première génération des conquistadors. Alors en fait, il fait allusion, Montaigne ici, il fait des allusions très claires en fait, hein, pour les lecteurs de son époque, hein, pour nous c'est autre chose, à une histoire qui est assez terrible, puisque les conquistadors effectivement se sont entretués, alors c'est surtout au Pérou. Il y a eu aussi des querelles au Mexique, hein, par ailleurs. Mais au Pérou, c'est assez connu. Il y a notamment, donc, alors il y a deux Diego Almagro, hein, ils portaient le même nom, le père et le fils, et les Pizarro aussi, notamment le Francisco Pizarro, le grand conquérant du Pérou. Bon, ils s'entretuent, hein, puisque Diego Almagro, le père, il est exécuté par un des frères Pizarro. Et Diego Almagro, le fils, ensuite fait assassiner Pizarro, le chef, hein, Francisco Pizarro, avant d'être lui-même vaincu par des troupes envoyées par le roi d'Espagne. Donc là, c'est vraiment la répression qui est soulignée par Montaigne, hein, le fait qu'ils sont punis par ordonnance des rois de Castille, ces conquistadors. Et Diego Almagro, le fils, a fini par être exécuté par le gouverneur au service du roi d'Espagne. Donc, ce à quoi fait référence Montaigne, c'est effectivement vrai, hein, c'est-à-dire que ces conquérants qui ont à un moment donné se sont sentis un peu les rois du monde et qui ont amassé des fortunes considérables. Bon, une bonne partie ont été disgraciés, ils se sont entretués, certains ont été exécutés sur l'ordre du roi, donc leur fin est effectivement pas très jolie. Quant à Cortés, hein, Hernán Cortés, le conquérant du Mexique, il a fini ses jours dans une relative disgrâce. Bon, il s'en sort un petit peu mieux que ceux du Pérou, tout de même. Les rois de Castille, ici, c'est les rois d'Espagne. Hein. Faites pas d'erreur là-dessus. Hein. Les rois d'Espagne étaient rois de Castille, en fait. Ils n'avaient pas le titre de roi d'Espagne. Ils étaient rois d'Aragon et Castille. Et en l'occurrence, à l'époque des Pizarro, Almagro, etc., c'est l'empereur Charles Quint qui est au pouvoir. Et ensuite, c'est son fils Philippe II. Voilà. Alors le vocabulaire subjectif encore, hein, souligne bien la réprobation morale de Montaigne, qui dit que les rois de Castille sont justement offensés de l'horreur de leur déportement. Ça veut dire que Montaigne est du même avis, hein, que les rois de Castille, qui pensent qu'ils ont bien raison de se sentir choqués. Horreur, déportement. Les déportements, c'est les mauvais comportements. Donc bon, tout ça, ça souligne la désapprobation de Montaigne. C'est renforcé par une gradation, hein, ils sont désestimés et mal voulus, c'est les conquistadors. Désestimés, c'est simplement mal estimé, enfin méprisé plutôt, c'est quand même assez fort. Et mal voulu, c'est vraiment détesté. Donc une gradation, c'est un sens ascendant. Hein, le sens est plus percutant dans la deuxième expression. La justice des rois de Castille, donc, elle répond ici aux excès des conquistadors. Alors, ça, c'était pour la justice humaine, et on passe ensuite à la justice divine, puisque les rois étaient offensés, mais c'est surtout Dieu qui est offensé. Dieu est placé donc en tête et en sujet de la phrase. Dieu a méritoirement permis, donc là, le texte devient un petit peu solennel. Et, excusez-moi, mon ordinateur fait du bruit. Et donc, Montaigne utilise toujours un vocabulaire subjectif de la même façon. Dieu a méritoirement permis, donc de la même manière qu'il utilisait l'adverbe justement pour parler des rois de Castille, il emploie ici l'adverbe méritoirement, donc c'est une façon de commenter. Hein, c'est effectivement mérité, le châtiment divin qui arrive ici. Grand pillage, de nouveau, c'est encore subjectif. Hein. Et Montaigne donc va présenter comme un châtiment divin le fait que le pillage de l'Amérique n'a pas profité aux pilleurs. Du moins, il n'a pas profité aux pilleurs autant qu'il l'espérait. Là encore, la phrase s'allonge, il y a une amplification qui mène à la deuxième partie de la phrase et à la chute sans aucun fruit de leur victoire. Qui vient un petit peu conclure de façon lapidaire, donc brutale, cette phrase sur le châtiment subi par les conquistadors. Alors, il y a ici
plusieurs verbes pronominaux, 3, à valeur passive. Se soit absorbés, se sont mangés, s'enterrèrent. Alors pourquoi ils sont en valeur passive? C'est-à-dire que vous pouvez remplacer ça par du passif. Ont été absorbés, ont été mangés, pardon, ou ont été enterrés. Donc ça souligne le caractère qui est subi du châtiment, le fait que les conquistadors sont impuissants par rapport à ce châtiment. Les pillages s'engloutissent d'eux-mêmes, les pillards se tuent eux-mêmes, ils s'enterrent eux-mêmes, bref, tout ça montre que les conquistadors sont les agents, c'est-à-dire les acteurs de leur propre destruction. Alors, finalement, ils concourent à leur propre perte, tout comme d'ailleurs les bateaux semblent ici couler d'eux-mêmes. Ils s'absorbent dans la mer, bon, un petit peu comme s'il n'y avait aucune force qui y poussait. Montaigne fait ici allusion aux grands navires chargés de rapporter l'or des Amériques, les fameux galions, vous savez, qu'on trouve dans les films d'aventure, de pirates, etc. Notamment lors du Pérou, c'était donc des navires qui chargeaient ces immenses richesses jusqu'en Espagne. Évidemment, la navigation était compliquée et très longue à l'époque, il fallait plusieurs mois pour traverser les mers pour revenir en Espagne. Donc une partie de ces navires a effectivement sombré, alors dans le Pacifique quand ils venaient du Pérou, et puis dans l'Atlantique de toute façon en revenant vers l'Espagne. Donc il y a eu beaucoup de pertes. Montaigne insiste par ailleurs sur le fait que les conquistadors s'entre-déchirent, intestines. Alors, les guerres intestines, c'est des guerres intérieures, des guerres civiles si vous voulez. Donc des guerres intestines, ils se sont mangés entre eux. C'est une façon de dire 3 fois la même chose. C'est vraiment 3 fois la même idée. D'ailleurs, les éditions précédentes des essais, celles qui sont parues du vivant de Montaigne, là je vous donne le texte de la dernière édition, vraiment qui correspond aux dernières corrections de Montaigne. Bon, ces éditions précédentes disaient même entremangés. Ils se sont entremangés entre eux. Donc c'est une expression redondante, assez lourde. Donc Montaigne fait exprès d'insister de façon très, très visible. Donc le verbe manger, par ailleurs, a un sens métaphorique. Évidemment, ils ne se sont pas mangés entre eux. Ce ne sont pas des cannibales, les conquistadors, donc ils ne se mangent pas. Mais c'est donc une métaphore, une façon de dire qu'ils s'entretuent. Mais c'est aussi évidemment un écho au chapitre des cannibales. Montaigne a écrit ce chapitre avant Descoches, il a été publié avant, bien auparavant. Et donc c'est une façon pour Montaigne ici de rappeler que les barbares ou les sauvages ne sont pas toujours ceux que l'on pense. Et ici, les vrais barbares, évidemment, ce n'est pas les cannibales. Ceux qui se mangent réellement entre eux, enfin ceux qui se mangent entre eux vraiment avec la plus grande barbarie, c'est pas ceux qui se mangent entre eux au sens propre, mais au sens métaphorique, c'est les conquistadors. On peut remarquer aussi le champ lexical du corps, du ventre, de la dévoration, pardon. Donc absorber, intestine, les guerres intestines, intestine ça correspond à ce qui est dans le corps, n'est-ce pas? Se manger entre eux, évidemment. Bon, tout ça, c'est un champ lexical qui permet d'insister sur le fait que le triste sort des conquistadors fait écho en fait à leur propre crime. Ils ont envie de tout dévorer, de dévorer toutes les richesses de tout un pays, donc c'est leur appétit de richesse qui les conduit finalement à se manger entre eux. Un appétit insatiable qui les conduit à leur propre perte. La rime, ce qu'on appelle une homéotéleute, je réemploierai ce terme, donc une rime dans un texte en prose, entre eux sur les lieux, on la sent bien cette rime, de quoi ils se sont mangés entre eux, et la plupart s'enterrèrent sur les lieux. Bon. Donc cette rime ou homéotéleute vient souligner le châtiment des conquistadors, et Montaigne conclut de façon lapidaire, brusque, sans aucun fruit de leur victoire, avec une préposition privative, suivie du déterminant aucun. Alors le déterminant aucun, il a un sens positif à l'époque de Montaigne, mais il a un sens négatif devant la préposition sans. La négation, ici, donc, elle rejette en totalité l'idée de fruit, c'est-à-dire l'idée de bénéfice. Ils ne retirent aucun bénéfice de la victoire, ces conquistadors. Voilà. Alors, le deuxième mouvement concernera ici le résultat économique de la conquête et les causes de ce résultat, c'est-à-dire, en fait, le résultat économique de la conquête n'est pas aussi important que ce qui était espéré par les conquérants. Et donc Montaigne va chercher à comprendre pourquoi et va expliquer qu'il s'agit que les causes de ces faibles recettes ce faible bénéfice de la conquête du Nouveau Monde, eh bien cette cause elle tient dans une différence dans le rapport à la richesse entre la civilisation européenne et la civilisation amérindienne. Des civilisations qui n'ont pas le même rapport aux richesses. Donc Montaigne passe à la question économique centrale dans le chapitre Descoches, et il oppose
deux façons d'envisager la place de l'or. Dans les sociétés américaines, amérindiennes, et dans la société française, et plus largement dans les sociétés chrétiennes européennes. On retrouve ici donc un des thèmes essentiels de Descoches, qui sont les fastes, hein, les grandes dépenses des monarchies, les grandes dépenses des États. Il y a une phrase d'abord très longue. Quant à ce que la recette est entre les mains, etc., etc., et ça se termine beaucoup plus bas, au lieu que notre or est tout en emploi et en commerce. Donc, phrase extrêmement longue, ce qu'on appelle une période, hein, une phrase très longue, avec une première partie de la phrase qui culmine au moment où la voix est la plus forte, et ensuite où la voix redescend. C'est une notion de rhétorique, hein, la notion de période. Et donc dans cette phrase très longue, d'abord, il y a un constat qui est le faible profit réalisé par les rois d'Espagne. Comment se fait-il que les rois d'Espagne tirent si peu de richesses finalement du Nouveau Monde, alors qu'on pensait en tirer beaucoup plus? Bon, ils en tirent quand même beaucoup de richesses. Et ensuite, il y a l'explication donnée par Montaigne qui va déboucher sur une comparaison entre l'usage que les Amérindiens font de l'or et celui qu'en font les Européens, c'est-à-dire c'est que l'usage de la monnaie était entièrement inconnu, etc., donc chez les Amérindiens, au lieu que notre or est tout en emploi et en commerce. Donc c'est ça la comparaison, elle est marquée par l'expression comparative au lieu que. Bon. Recette, ici, quant à ce que la recette, ça fait écho à un fruit. Un fruit, ça signifie profit. Le fruit qu'on tire de quelque chose, c'est le profit qu'on tire de quelque chose. On a vu donc ce que les conquistadors ont récolté. Ils ont récolté la mort et la disgrâce dans leur conquête. Donc, eux, ils ont récolté ça. Maintenant, on va voir ce que les rois d'Espagne, qui pouvaient espérer tirer beaucoup de richesses de l'Amérique, on va voir ce qu'ils ont récolté à leur tour. Alors, il y a d'abord un effet d'insistance avec la répétition de « et », et entre les mains d'un prince ménager et prudent. Quant à ce que la recette est entre les mains d'un prince ménager et prudent, ça signifie quant à ce que la recette, même entre les mains d'un prince ménager et même prudent, on pourrait même encore insister. Donc le roi d'Espagne aurait dû ici profiter des immenses richesses du Mexique et du Pérou, puisqu'il est ménager, dit Montaigne, c'est-à-dire bon gestionnaire. Ménager, voilà. Dans ce sens-là, ça donnait le terme anglais manager. Il s'agit ici, le roi, le prince ménager prudent. Prince, ça signifie roi aussi au XVIe siècle. Bon, tout chef d'État, en fait. Bon. Il s'agit ici de Philippe II, qui est le fils de Charles Quint, l'empereur qui a été aussi déjà évoqué. Répond si peu à l'espérance, une recette qui répond si peu à l'espérance qu'on en avait d'abord eu. Ici, alors l'espérance, c'est l'espoir, l'attente qu'on a des richesses. Et ici, vous voyez que l'adverbe peu, bon, il est renforcé par ce qu'on appelle un intensif, c'est-à-dire si peu à l'espérance, donc c'est encore un effet d'insistance. Et l'idée qui domine ici, c'est celle de la désillusion. Il y a un décalage entre le résultat et l'espoir qui avait précédé. Donc une désillusion pour les rois d'Espagne. La recette réelle, donc c'est encore un terme comptable, elle répond mal à l'espérance, et vous avez ici tout un champ lexical qui renvoie en fait au début de la conquête de l'Amérique, les prédécesseurs, du roi Philippe II, donc Charles Quint, puis encore ses ancêtres, grands-parents d'ailleurs. Voilà, puis la première abondance, abord, nouvelle, etc. Bon, tout ça renvoie à l'aube de la conquête du Nouveau Monde, et ce champ lexical est accompagné du champ lexical de l'attente, et de l'attente décevante, espérance, attendre, voilà. Donc ça met en avant ce décalage entre le résultat et ce qu'on avait pu espérer. Alors la parenthèse permet d'éclaircir, donc la parenthèse c'est cette parenthèse introduite par Carr, car encore qu'on en retient beaucoup, nous voyons que ce n'est rien au prix de ce qui s'en devait attendre. La parenthèse permet d'éclaircir le propos, et d'insister sur la même idée tout en reconnaissant la réalité des richesses extraites du Nouveau Monde. Encore qu'on en retire beaucoup, nous voyons que ce n'est rien au prix de ce qui s'en devait attendre. Donc, bien qu'on retire beaucoup de richesses du Nouveau Monde, ce n'est rien par rapport à ce qu'on pouvait espérer. C'est ça que ça veut dire. Par rapport à ce qu'on était en droit d'attendre des premières richesses qui avaient été rapportées, des premières impressions qu'on avait eues du Nouveau Monde. Avec ici une nouvelle proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, qui est une proposition de concession. Donc, là aussi, pour faire plus court, on peut dire une proposition concessive.
encore qu'il s'en retient beaucoup. C'est une proposition concessive. Alors, une façon de dire, c'est vrai, c'est une concession en termes d'argument, c'est vrai, on retire quand même beaucoup de richesses du Nouveau Monde, mais en fin de compte, c'est peu par rapport à ce qu'on pouvait croire. Alors, pourquoi Montaigne dit ça? Parce que, comme je le disais plus tôt, chaque année, des navires chargés d'or quittaient le Nouveau Monde pour amener les richesses en Espagne. Et donc, c'est une réalité, il y a eu un afflux d'or vraiment considérable, c'est difficile à imaginer, hein, mais vraiment un énorme afflux d'or en Europe en raison de la découverte de l'Amérique. Avec du coup une augmentation de la circulation d'or sous forme de monnaie vraiment très impressionnante. Et donc Montaigne reconnaît cette réalité tout en précisant que ces richesses donc, sont moindres que ce qu'on pouvait espérer, et il souligne aussi ça par l'antithèse, beaucoup rien, rien ayant ici une valeur hyperbolique, ce n'est rien au prix de ce qui s'en devait attendre. Bon, ce n'est rien, mais relativement, parce qu'évidemment ce n'est pas rien, les richesses tirées de l'Amérique. Là encore, il faut imaginer vraiment de gros galions chargés d'or ou d'argent, c'est vraiment loin d'être négligeable. Alors, après cette parenthèse, vous avez une expression un peu particulière, c'est que. Quant à ce que la recette est entre les mains, etc., répond si peu à l'espérance qu'on en donna à ses prédécesseurs, c'est que l'usage de la monnaie était entièrement inconnu. Donc là, il est en train d'expliquer que la recette répond peu à l'espérance qu'on en avait d'abord eue, donc que le profit répond peu à l'espoir initial. Il est en train de l'expliquer ça. Donc il faut comprendre c'est parce que. Si on a peu retiré de richesse des Amériques par rapport à ce qu'on pouvait espérer, c'est parce que l'usage de la monnaie était entièrement inconnu des Amérindiens. Alors là, il y a un raisonnement économique qui n'est pas tout à fait évident, donc je vais essayer de l'expliquer. Alors, une fois qu'on a compris le raisonnement économique, le texte de Montaigne devient clair, par ailleurs. Alors, Montaigne, ici, il emploie une tournure passive, l'usage de la monnaie était entièrement inconnu, au lieu de dire ils ne connaissaient pas, enfin les Amérindiens ne connaissaient pas l'usage de la monnaie. Donc c'est une façon de mettre en valeur l'importance de la question économique. Il met l'expression l'usage de la monnaie en avant, il le met en position de sujet dans la phrase. Donc c'est alors par ailleurs, on retrouve aussi dans l'idée que l'usage de la monnaie était inconnu des Amérindiens. On reconnaît un thème qui est important dans nos chapitres des essais de Montaigne, qui est l'ignorance vertueuse. Alors, on peut appeler ça l'ignorance vertueuse, c'est-à-dire que les Indiens ne connaissent pas la monnaie et en fait ils ont bien de la chance, ou ils ont bien raison. C'est-à-dire que nous, on connaît la monnaie, mais c'est pas forcément une qualité. Donc le savoir n'est pas toujours quelque chose de positif pour Montaigne, et là c'est vraiment le cas. Donc ils ont bien de la chance de ne pas connaître la monnaie, on va voir pourquoi. Ici, les sujets des verbes, je l'ai déjà dit pour l'usage de la monnaie, c'est aussi vrai pour l'or, leur or. L'usage de la monnaie était entièrement inconnu, leur or se trouva tout assemblé. À chaque fois, les sujets des verbes renvoient à la notion de monnaie, ou à la question économique de façon générale. Donc suite du raisonnement, et que par conséquent, leur or se trouva tout assemblé, donc c'est que, et que par conséquent, c'est un enchaînement logique, donc parce que l'usage de la monnaie était entièrement inconnu chez les Amérindiens, leur or s'est trouvé tout assemblé, en fait se trouva tout assemblé, quand les conquistadors sont venus, ils ont trouvé l'or des Amérindiens rassemblé dans des lieux précis. Un or qui est, si vous voulez, centralisé, qu'on ne trouve qu'à des endroits très précis. Alors, que nous dit Montaigne? En fait, il nous dit que le fait que les Indiens ne connaissaient pas l'usage de la monnaie, ça induit les Espagnols, les conquistadors, en erreur. C'est-à-dire qu'en voyant des palais remplis de meubles en or, remplis d'objets en or, remplis de statues en or, de vases en or, etc., ils se sont dit, mais alors évidemment, si c'était chez nous, si on voyait ça, si vous voyez en Europe un palais où tout est en or, vous vous dites, mais ce prince est immensément riche. Mais en fait, c'est pas exactement le cas des princes indiens, des princes amérindiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'usage monétaire de l'or. C'est-à-dire que les conquistadors, ils ont trouvé l'or des Amérindiens, l'or des Incas et des Aztèques, ils l'ont trouvé déjà fondu, déjà transformé, déjà utilisé dans des objets. Donc ils n'ont pas su interpréter de façon correcte, en fait, toutes les immenses richesses qu'ils avaient vues, qu'ils avaient aperçues en arrivant, en découvrant ces civilisations, et ces immenses richesses qui les avaient
tant impressionnés. Donc ils ont cru, en voyant tout cet or rassemblé, que ces richesses en cachaient d'autres. Ils ont cru que derrière les meubles en or, les objets en or, etc., il y avait aussi des coffres pleins d'or et de la monnaie. Mais précisément, ces peuples n'utilisaient pas de monnaie d'or. Donc au lieu de disperser leur or dans la circulation monétaire, ils l'amassaient. Au lieu de se disperser dans la circulation monétaire, l'or s'amassait dans les palais des Amérindiens. Pourquoi? Parce que l'or ne sert, comme l'écrit Montaigne, que de montre et de parade. Il n'était en autre service que de montre et de parade. Alors montre, c'est resté dans l'italien mostra. Mostra en italien, c'est l'exposition. La montre, c'est le fait de montrer, de se montrer, d'exposition. L'or sert à être exposé. Il sert à faire la parade, donc à parader, donc à l'ostentation, au fait de montrer ses richesses. Donc il ne sert finalement qu'au prestige. Il ne sert qu'au prestige, qu'à montrer la puissance des rois incas et aztèques. Et donc cet or fonctionne comme un meuble réservé de père en fils, comme l'écrit Montaigne. Donc là, il utilise une notion juridique. Un meuble réservé, un bien meuble, c'est quelque chose qu'on peut transmettre. Et donc l'or n'est pas considéré comme de la monnaie, en fait, il est considéré comme une très jolie matière, mais comme un joli fauteuil qu'on réserve pour ses enfants et qu'on leur transmet à sa mort. Par ailleurs, Montaigne, par l'expression « ils épuisaient toujours leurs mines », Montaigne souligne le caractère précaire des richesses des Amérindiens, puisqu'ils aimaient l'or tout de même, ces rois amérindiens, eh bien, ils le faisaient extraire de leurs mines, et du coup, les mines étaient déjà ou épuisées, ou en cours d'épuisement, au moment où les Espagnols sont arrivés. Montaigne utilise d'ailleurs l'imparfait de répétition, souligné par l'adverbe toujours, qui signifie ici continuellement. Donc les rois épuisaient toujours leurs mines pour faire ce grand monceau de vases et statues, un grand tas de vases et statues d'or. Et donc on voit que le mouvement d'épuisement des mines, finalement, il est reconduit de génération en génération pour satisfaire le goût du luxe de ces rois. Et résultat, les conquistadors pensent avoir affaire à des richesses inépuisables, et en fait, ce n'est pas du tout le cas. La fin de cette période, de cette très longue phrase, elle débouche sur une conclusion qui est très courte. Donc, en termes de période, donc en termes rhétoriques, on appelle ça une clausule. C'est la chute de la période. C'est la fin de la période. C'est souvent quelque chose de très court, qui permet de résumer une idée et souvent de créer un petit effet de contraste. Donc là, Montaigne a longuement amplifié son raisonnement sur les Amérindiens, et ce qu'il a à dire, au contraire, sur les sociétés européennes, tient en quelques mots. Au lieu que notre or est tout en emploi et en commerce. Avec que des mots courts, la plupart c'est des monosyllabes, vous avez deux mots de 2 syllabes, emploi et commerce. Donc emploi, c'est l'utilisation. Notre or ici, le caractère ici très court de cette clausule, d'abord, exprime le mépris de Montaigne pour les pratiques mercantiles, pour le fait de ne s'intéresser en fait qu'au commerce, pour son intérêt. Donc il y a l'expression ici du mépris de Montaigne par ces quelques mots très courts pour expédier son jugement sur la civilisation européenne. Au lieu que, ici, insiste sur la comparaison et sur le contraste, avec ici une subordonnée d'opposition. Une subordonnée, alors c'est de nouveau une subordonnée conjonctive circonstancielle, ici à nuance d'opposition. On pourrait dire alors que notre or est tout en emploi, etc. Et donc notre or s'oppose à leur or, donc vous avez ici un effet d'antithèse avec l'opposition des Européens aux Amérindiens. Emploi et commerce s'opposent à montre et parade. Leur or servait à faire de la montre et de la parade, et notre or est tout en emploi et en commerce. Donc on l'utilise pour le faire circuler et pour acheter d'autres choses. En somme, l'or chez les Incas et chez les Aztèques, chez les Mexicains, il avait une valeur gratuite, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'était pas lié
à une idée de monnaie, il servait à orner, il servait à faire joli, si vous voulez. À montrer la puissance, évidemment. Tout ça n'est pas désintéressé, mais c'est pas du tout lié à des transactions ou ce genre de choses, ni à l'enrichissement à proprement parler. Donc, il n'était pas utilisé pour acheter des marchandises, les revendre, ainsi de suite. C'est pas un rapport capitaliste, alors, si vous voulez. La phrase qui suit, beaucoup plus courte, nous le menuisons et altérons, donc nous menuisons et altérons notre or, hein, en 1000 formes, l'épandons et dispersons. Cette phrase qui suit indique donc un rapport tout différent à l'or chez les Européens. Le jugement négatif de Montaigne sur ce rapport à l'or, il est souligné par l'amplification, avec ici une accumulation des verbes à la première personne du pluriel, donc Montaigne s'inclut là-dedans, hein, c'est nous, Européens, nous le menuisons et altérons en 1000 formes, l'épandons et dispersons. 4 verbes dans une phrase très courte, avec ici aussi une homéotéleute, hein, je vous ai déjà parlé de cette notion, hein, c'est une rime dans un texte en prose, donc menuisons, altérons, épandons, dispersons, puis ensuite encore imaginons. Voilà. Le tout avec un vocabulaire dépréciatif, hein, il s'agit, en fait, au fond, vous avez de très belles choses en or, et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le réduit à menu, on le réduit à de petits morceaux. Les petits morceaux, vous comprenez ce que c'est les pièces de monnaie. Et ensuite, on l'altère en 1000 formes, bref, on en met partout, mais finalement, tout ça, c'est alors que les Indiens centralisaient leur or et qu'ils le mettaient dans les palais, l'or chez nous se répand partout. L'or a une fonction monétaire à l'époque, hein, ne l'oubliez pas. Ensuite, imaginons que nos rois amoncelassent ainsi tout l'or qu'ils pourraient trouver en plusieurs siècles, et le gardassent immobile. Amoncelasse, gardasse, c'est de l'imparfait du subjonctif. Hein. On pourrait dire, imaginons que nos rois amoncellent ainsi tout l'or et le gardent immobile. Donc ici, c'est une adresse au lecteur, imaginons. Ça s'adresse au lecteur, et c'est pour l'inviter à se représenter ce rapport à la richesse si différent d'une autre. Imaginons ce que feraient nos rois s'ils faisaient comme... imaginons ce que ça donnerait si nos rois faisaient comme les rois aztèques et incas. Alors l'idée de amonceler puis garder l'or immobile, c'est l'idée de stabilité qui est ici valorisée. La stabilité, pour Montaigne, c'est quelque chose de bien. L'instabilité, c'est quelque chose de mal. Hein. Donc c'est ici l'idée de stabilité qui est valorisée. Et elle est renforcée, cette idée, par l'expression « en plusieurs siècles hein. ». Imaginons qu'il garde tout ça immobile en plusieurs siècles. Et cette idée donc s'oppose au rapport à la richesse des Européens qui est marqué par l'instabilité et le court terme. Dans un sens, c'est toujours le cas du reste. Bref, alors, ensuite la dernière phrase, ceux du royaume de Mexico étaient aucunement plus civilisés et plus artistes que n'étaient les autres nations de là. Alors c'est une phrase de transition, hein, donc il faut pas faire de contresens sur cette transition, puisque ça fait transition en fait avec la suite du chapitre que je vous ai pas mise dans ce texte. Alors ici, il s'agit de comparer qui en fait la civilisation aztèque, hein, ceux du royaume de Mexico, pour faire transition avec ce qui suit, puisque Montaigne va parler ensuite des croyances du Mexique, hein, pour montrer vraiment le raffinement de civilisation de la culture aztèque. Et les autres nations de là, en fait, ça désigne pas les Européens, ici ça désigne les autres civilisations amérindiennes. Donc il va remarquer, Montaigne, ici, le très grand raffinement de la civilisation mexicaine. Aztèque. Quand je dis mexicaine, ici, c'est le Mexique qu'on appelle précolombien, donc les Aztèques. Alors en conclusion, ici, c'est l'idée de vanité qui domine tout le texte. Montaigne tient un discours qui est un discours de moraliste. C'est-à-dire qu'il est en train de souligner. Alors, il ne s'agit pas de dire les conquistadors c'est des méchants, c'est pas tellement la question, c'est plutôt de montrer vraiment la vanité de la conquête. À quel point, en un sens, tout ça a servi à presque rien. Enfin, les grandes ambitions des conquistadors sont finalement réduites à néant. Alors, vanité de la conquête, de quel point de vue? D'abord du point de vue religieux. Pourquoi du point de vue religieux? Parce que cette conquête, ce n'est pas un progrès, en fait, pour la foi chrétienne, d'après Montaigne. C'est plutôt l'occasion pour des chrétiens de commettre des barbaries, donc ça ne fait pas avancer le christianisme au sens de Montaigne. Ensuite, cette conquête est marquée par la vanité du point de vue des conquistadors eux-mêmes, puisque les conquistadors trouvent quoi en Amérique? Alors, des richesses, d'accord, mais ensuite ils trouvent la mort en bas âge, enfin assez jeune, et la disgrâce. Donc ils sont châtiés pour leurs crimes. Ensuite, la conquête est vaine du point de vue économique, puisque le profit qui est réalisé, finalement, n'est pas aussi grand
que ce que les rois pouvaient escompter, que ce que les conquistadors eux-mêmes pouvaient escompter. Alors soit dit en passant, hein, je le précise au passage, mais la monarchie espagnole a effectivement tiré énormément d'or de l'Amérique, et en a effectivement très peu profité pour d'autres raisons aussi, qui est que pour des raisons économiques, toutes bêtes, hein, une fois qu'on a de l'or, eh bien, c'est pas ça qui vous rend riche en fait. L'or, ça a une valeur monétaire, et si c'est pas vous qui produisez les richesses, si c'est pas vous qui produisez des marchandises, eh bien vous allez acheter les marchandises à d'autres et donc donner cet or à d'autres gens. Donc c'est pas ça qui assure la richesse à long terme en fait. Mais bon, ça c'est une parenthèse, Montaigne n'en avait pas forcément conscience de ce point de vue-là. Ensuite, cette vanité, hein, elle révèle en même temps autre chose. Cette vanité de la conquête, elle révèle, par ailleurs, par opposition, hein, par contraste, elle révèle le raffinement des civilisations amérindiennes et en même temps la difficulté des Européens à apprécier ce raffinement, hein, à comprendre ce raffinement. En raison de quoi? De leur avidité pour l'or. C'est-à-dire que quand un conquistador voit une statue en or, il se dit pas oh la belle statue, il se dit je suis riche. Et de cet or, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le fondre, il va en faire d'autres choses. Donc c'est une catastrophe en fait, vous voyez. Donc c'est du coup l'Européen face à un usage esthétique de l'or, il n'est pas capable d'apprécier la beauté. Alors pourquoi ils sont avides d'or par ailleurs? Ce n'est pas à cause de l'or lui-même, mais à cause de l'usage que les Européens font de cet or, c'est-à-dire pour accumuler des biens matériels. C'est vraiment l'usage qu'ils font de l'or qui les rendent incapables d'attribuer un autre usage à l'or, et notamment un usage esthétique. Avec donc cette belle expression, ceux du royaume de Mexico étaient aucunement plus civilisés et plus artistes que n'étaient les autres nations de là. L'idée de civilisation artiste par opposition à à une civilisation européenne mercantile et donc corrompue. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me poser des questions, bien sûr.